Grand 1, des débuts difficiles. Grand A, la défaite. Paris est assiégé depuis le 20 septembre 1870 par les armées allemandes jusqu'au 28 janvier 1871 où a lieu l'armistice entre la France et la Prusse. Durant le siège de Paris, la famine est si terrible que l'on mange même des rats et les animaux du jardin des plantes, abattus comme on le voit ici sur cette image d'Épinal. Nous mangeons de l'inconnu, écrit Victor Hugo. En février 1871 est élue une assemblée nationale à majorité monarchiste. Donc paradoxalement, cette troisième république est gouvernée par une assemblée à majorité de légitimistes et d'orléanistes, en bleu sur le premier camembert. Comme on le voit à droite sur le deuxième camembert, ce n'est qu'en 1876 que les élections vont amener une majorité de républicains en orange. Pourquoi cette majorité de monarchistes au début de la Troisième République ? Parce que les républicains, à l'exemple ici de Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur du gouvernement de la Défense nationale, sont plutôt favorables à la continuation de la guerre, à la résistance face à l'armée prussienne, tandis que l'opinion publique en général est plutôt favorable à la paix. Cette assemblée à majorité monarchiste signe le 10 mai 1871 le traité de Francfort. Ce traité est particulièrement dur, la France doit payer une indemnité très élevée à l'Allemagne et lui donner l'Alsace et une partie de la Lorraine, la Moselle. Les Alsaciens doivent opter, ils ont une année pour choisir la nationalité française et quitter le territoire ou devenir allemand et y rester. On a ici comme document un certificat de nationalité française et le témoignage d'un Alsacien célèbre connu sous le nom de Ancy. Grand B, la Commune. Le 1er mars 1871, les troupes allemandes défilent dans Paris en vertu des conditions d'armistice, mais pour les Parisiens, c'est une provocation car ils ont durement souffert pendant le siège. Ils n'acceptent pas cette paix et donc ils n'acceptent pas ce gouvernement républicain installé à Versailles qui a signé cette paix. Le 18 mars 1871 commence donc l'insurrection parisienne, c'est-à-dire une révolte des Parisiens contre ce gouvernement versaillais. C'est ce que l'on va appeler la Commune de Paris. La Commune de Paris prend fin lors de la Semaine sanglante 21-28 mai 1871. C'est donc une période courte, mais très importante et très riche pour l'histoire de la France. Louise Michel est un personnage important dans les milieux socialistes et anarchistes. Le 18 mars 1871, elle appelle la population à s'opposer aux soldats venus récupérer les canons de la garde nationale. Les Parisiens ne veulent pas se laisser désarmer. Ils n'acceptent pas cette paix. Elle fait partie des condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie et elle ne revient à Paris qu'en novembre 1880 en bénéficiant des lois d'amnistie, l'amnistie étant un acte du pouvoir législatif par lequel sont suspendues des sanctions. Ce texte nous montre le programme de la Commune de Paris. La Commune est la base de tout État politique. Donc les communards proclament une large autonomie pour la Commune qui souhaite étendre à toutes les communes de France et il y aura d'autres communes en France, en particulier au Creusot. Les revendications de la Commune paraissent tout à fait raisonnables vues d'aujourd'hui. La liberté la plus complète de parler, d'écrire, de se réunir, de s'associer, la souveraineté du suffrage universel, la propagation de l'enseignement laïque intégral, l'organisation d'un système communal contre tous les risques sociaux, y compris le chômage et la faillite. Il s'agit, comme on le voit dans la dernière phrase, d'en finir pour toujours avec le salariat et l'horrible paupérisme, c'est-à-dire la pauvreté. Donc il s'agit donc d'une république en fait sociale que les communards veulent installer. Cependant, ces revendications sont inacceptables pour le gouvernement républicain installé à Versailles. On va donc les appeler les Versaillais. Le 21 mai, ils déclenchent des opérations militaires pour reprendre Paris aux communards. On voit ici en bleu les quartiers repris par les Versaillais le 24 mai au soir. Et à l'est, en rouge, les quartiers encore tenus par les communards où se trouvent des barricades. On a ici une barricade aménagée sur la rue de Rivoli. Les travaux d'Haussmann ne vont donc pas empêcher la révolution sociale. Place Blanche à Paris, les barricades sont tenues par une unité de 30 femmes, dont Louise Michel. Pendant la Commune, les femmes combattent
à égal avec les hommes. Les combats sont acharnés et cruels, les bombardements de l'armée versaillaise déclenchent des incendies, les communards en allument d'autres pour entraver l'avancée adverse et abattre des symboles de régime détestés. C'est dans ce contexte que le palais des Tuileries est détruit. La répression est féroce, 10 à 20 000 Parisiens sont tués pendant les combats. Leurs cercueils et leurs corps sont exposés, comme on le voit sur cette photographie. 5 à 10 000 communards fuient la répression à l'étranger. De nombreuses arrestations ont lieu d'hommes, de femmes, d'enfants. Certains sont condamnés à mort, la plupart aux travaux forcés ou à la déportation en Nouvelle-Calédonie. La basilique du Sacré-Cœur est construite sur la butte Montmartre pour expier les péchés des communards. C'est donc un monument qui est un symbole d'une république très conservatrice, monarchiste, et qui rappelle la répression féroce de Parisiens qui voulaient simplement une république plus juste, plus sociale. Pendant plus d'un siècle, le souvenir de la Commune fait que l'État souhaite contrôler Paris. Et c'est seulement en 1977 que la capitale est de nouveau autorisée à désigner son maire, qui sera Jacques Chirac. Grand C, une république conservatrice. Elle est d'abord dirigée par Adolphe Thiers entre 1871 et 1873. C'est lui qui a ordonné la répression des communards. C'est un système politique libéral, au sens où les pouvoirs sont séparés. On a une Assemblée nationale qui exerce le pouvoir législatif, le président de la République et le gouvernement qui exercent le pouvoir exécutif, et à part, on a un pouvoir judiciaire. La Chambre des députés est élue pour 4 ans au suffrage universel masculin, donc on peut dire que c'est une république qui est démocratique. Elle procède de la souveraineté populaire. Cependant, le Sénat, la deuxième assemblée, est là surtout pour surveiller la Chambre des députés, puisqu'elle doit revoir les lois que les députés votent. Le président de la République est élu pour 7 ans. Ce mandat est long, car les députés monarchistes espéraient le retour de l'héritier légitime, le comte de Chambord. Cependant, celui-ci tenait au drapeau blanc, ce qui était impossible, même pour des monarchistes. C'est donc pour cela qu'on est toujours en République et non pas en monarchie. Le premier président de la République est le maréchal Mac-Mahon, un militaire qui a été à la tête de l'armée régulière pendant la Commune de Paris. Il est élu en 1873. Il démissionne en 1879 après la double victoire des Républicains à l'Assemblée en 1876 et en 1877. À partir de ce moment-là, les présidents seront des Républicains. Ce tableau nous montre l'échiquier politique de 1879 à 1914. On voit qu'il va de l'extrême gauche avec les anarchistes jusqu'à l'extrême droite avec la droite monarchiste. La République s'appuie plutôt sur la droite républicaine et libérale et les républicains modérés. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, ce sont les radicaux qui s'opposent aux républicains modérés et sont favorables à une application immédiate du programme républicain en matière de laïcité par exemple, qui forme une majorité avec les socialistes à l'Assemblée. On peut dire que la République est enracinée. Les notions importantes à retenir: la démocratie, système politique qui se définit par plusieurs critères, le respect des libertés fondamentales, l'égalité des citoyens devant la loi, l'égalité des droits politiques, à ne pas confondre avec l'égalité économique. Il y a toujours des différences de conditions selon le mérite, en référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est dans un régime parlementaire, ça ne veut pas dire simplement qu'il y a un parlement, ça veut dire qu'il y a un régime politique où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et le Parlement peut donc renverser le gouvernement. C'est un avantage et un inconvénient. Un avantage car les députés qui représentent la population sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Un inconvénient parce que les gouvernements tombent souvent. Il y a sous la Troisième République une instabilité gouvernementale qui nourrit l'antiparlementarisme, c'est-à-dire une opposition populiste à la Troisième République. On a ici une gravure qui représente les deux républiques. À gauche, la République conservatrice, avec le visage d'Adolphe Thiers. À droite, la République sociale, celle de 1793, celle de la Commune de Paris.
On peut dire qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la République est installée, elle est enracinée, elle est acceptée par l'opinion publique. Elle est constituée essentiellement de républicains modérés, mais les monarchistes sont maintenant au second plan et les socialistes commencent à s'affirmer.